mesdames, messieurs, chers collègues, je vous invite à passer à la seconde session de ce colloque. On remercie les organisateurs, notamment Alessandro, d'avoir laissé toute leur place aux économistes pour parler donc de Pierre Louis comme économiste, un économiste au service de la France. Ce qui pose deux questions en fait. D'abord, qu'est-ce qu'un économiste? On connaît des profs d'économie, on connaît qu'est-ce qu'un économiste, notamment dans cette France du XXe siècle, et quel est son rapport à la décision politique. Et puis au service de la France, c'est une question aussi, parce que est-ce qu'on pourrait concevoir des économistes qui ne seraient pas au service de la France? Donc il y a un double enjeu ici, un double défi que vont relever Michel Margueraz, professeur émérite à l'Université de Paris 1, qui va nous parler du riz et du plan, qu'on écoutera tout à l'heure. Frédéric Tristram nous parlait de la TVA. Michel, tu as la parole pour une vingtaine de minutes. Merci Olivier, je remercie les organisateurs et notamment Alessandro. Disons que je le remercie doublement d'abord de participer à cette rencontre tout à fait intéressante, un peu à l'image de Pierreries, c'est-à-dire interdisciplinaire, avec des croisements de gens différents, mais aussi et peut-être et surtout parce qu'au fond, je croyais connaître le sujet, je pensais que j'avais bien travaillé jadis, naguère, enfin, il y a déjà un certain temps. J'avais quand même beaucoup vu d'archives, pas forcément de celles de Pierreries, mais de Jean Monnet, du Trésor, de Bidault, de tas de gens qui tournent autour. Et puis je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais sans doute vu des choses, mais qu'au fond j'en ai vu de nouvelles, ce qui était à la fois rassurant, inespéré un peu, à mon stade, et d'autre part absolument nécessaire, sinon je ne serais pas là. Parce que si c'était pour répéter ce que j'ai déjà fait, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, mon propos est le suivant. Je suis un peu dans la préhistoire de Jean Monnet et les questions européennes, c'est-à-dire son apprentissage véritable d'une pratique qui a été décrite, de mettre ensemble, etc. C'est-à-dire, il combine des... Alors évidemment, moi, j'aime pas trop le en même temps, j'aime mieux la contradiction. Donc, quelques-uns aussi ici. C'est-à-dire qu'il y a une vraie contradiction, mais comme dans toute contradiction, il y a une majeure et une mineure. Et donc, et qui peut varier dans le temps. Donc, Pierreries est à la fois, on l'a dit, ça a été dit dans des propos aimables, mais parfois moins aimables, qui est quand même très dans une rhétorique autocentrée. Donc, je ne sais pas si c'est aimable ou pas aimable, qu'importe. Et, contradictoirement, au fond soucieux du travail collectif. Allez combiner les deux. Comme aurait dit Jean Bouvier, c'est selon les moments, selon les personnes, selon la tâche de l'heure, selon. Voilà. Bien. Et donc, je suis confronté quand même à une double difficulté, elle aussi contradictoire. C'est que, comme dans beaucoup de domaines, des spécialistes de sciences sociales qui ont été eux-mêmes acteurs ont été les premiers historiens de leur propre histoire. Ça a été son cas. C'est le cas de beaucoup d'avant-garde culturelles, scientifiques, le féminisme, les extrêmes gauches, la psychiatrie de secteur, etc., etc. C'est les acteurs témoins qui font eux-mêmes l'histoire. Donc ils pèsent sur les épaules des historiens qui ont un discours déjà construit. Et Dieu sait qu'il a été construit, puisque Florence nous a expliqué les multiples étapes où en fait Pierreries a été amené à parler de lui-même. J'ajoute une petite chose qu'a oublié Florence. Ça fait toujours plaisir, c'est un petit plaisir qui n'a aucune portée autre qu'anecdotique. J'ai assisté, dans un autre temps, je peux donner la date, presque l'heure, à un témoignage, un double témoignage à l'IHTP. Je vous donne une indication quand même chronologique. Jean Bouvier, malade, était présent de ses dernières apparitions. Et
dirigeait cet entretien double à l'IHTP entre Pierre Ury et Paul Delouvrier. C'était extrêmement intéressant, non pour le contenu, encore qu'on connaissait déjà pas mal, mais sur la manière. C'est-à-dire que l'un et l'autre, au bout d'un moment, ils nous ont oubliés. Ils ont discuté entre eux et ils se sont rendus compte, chemin faisant, ce qu'ils avaient déjà dû faire, qu'ils avaient écrit à peu près tous les textes prononcés par des ministres des Finances ou des présidents du Conseil de la 4ème République. Et ils se renvoyaient là-bas, là oui, c'est toi qui as fait René Maillard, ah non, c'est moi qui ai fait Pleven, non, c'est moi qui ai fait ça. Donc on avait ce... Bon, donc ça fait un autre témoignage qui a été construit. Donc j'ai d'un côté une histoire très construite, où il y a déjà des logiques qui sont à l'œuvre, tirant des leçons, et Dieu sait que Pierre Ury savait combiner le détail, ça a été dit, l'anecdote et la synthèse. C'est ça sa force, c'est-à-dire d'aller chercher des éléments concrets, précis, et rattacher ça à une vision d'ensemble, être capable de déglobaliser et de reglobaliser. Bon, alors lui, il faisait ça aussi pour son histoire. Et d'un autre côté, j'ai l'autre contradiction, l'autre difficulté, qui est que, comme on l'a dit, ça a été la plume d'autres. Et je dirais la plume au carré, puisqu'il est souvent la plume de Jean Monnet, qui écrit pas beaucoup, qui lit ce que les autres écrivent, mais qui n'écrit plus. J'ai vu là, longuement les archives de Jean Monnet, j'ai reconnu des passages entiers, en fait, rédigés par Pierre Ury. Mais comment le dénicher? Comment savoir qui a écrit quoi? Vous voyez, Jean Monnet est lui-même la plume de tas de gens. C'est même étonnant qu'il y ait un plan qui s'appelle Monnet. Parce qu'il y a plein de plans qui ne s'appellent pas Monnet et qui sont des plans Monnet. Le plan Mayer, de 48, est largement un plan Monnet, avec des petits... Mais c'est un plan Monnet, c'est pas tellement dit, ça. Bon, le plan Pleven, on est bien d'accord, le plan Schumann, etc., il y en a plein. Mais là-dedans, il y a aussi du Ury. Donc, comment y retrouver ces petits? Les historiens sont besogneux, vous savez, ils ont besoin de savoir qui a écrit quoi, etc. On aimerait bien, etc., faire de la génétique. Bon, eh bien, on a du mal. Alors, qu'est-ce que je fais pour résoudre une contradiction? Je choisis une majeure. C'est-à-dire, bon, je sacrifie un peu ce côté d'érudition au bon sens du terme, pour faire des hypothèses sur le fait que certains textes sont quand même bien du Ury, parce que je les vois répétés chez les uns, chez les autres, en croisant par rapprochement successif, etc., etc., etc. Donc j'essaie de faire quand même mon travail. Alors, on est dans la préhistoire de la formation de Pierre Ury, en ce qui concerne l'Europe. Moi, j'ai traité du plan. Alors là aussi, je croyais que j'avais quand même fait bien mon boulot avant, et que j'avais à peu près vu quand même le premier plan, le deuxième plan, j'avais écrit des choses, il y a d'autres choses qui sont bien connues. En fin de compte, en lisant ces textes, dont certains je ne les avais pas lus de l'époque, alors là, ce sont vraiment des textes... On sait bien qu'il écrit des rapports, mais on a quand même toute une série de faisceaux d'indications pour montrer que c'est 98% de Pierre Ury, même s'il y a eu quelques ajouts. Et je dois dire que si j'arrive à avoir le temps, mais je ne vais pas me dépasser, j'ai appris des choses. Et ce qui explique ma présence ici. Et j'espère que ça nous éclairera. Et je dois dire que ce qui m'a appris des choses, c'est un peu comme, enfin, toute proportion gardée, mais comme dit Marc Bloch, c'est-à-dire c'est un peu les questions du présent qui m'ont éclairé sur certains problèmes que s'est posé Pierre Ury et pour lesquels il a donné des réponses. Alors je vais essayer d'expliquer. Je saute sur beaucoup de choses connues, sa formation. J'ajoute une chose qui n'a pas été évoquée par Florence, qui est quand même que non seulement il s'est occupé de fiscalité, il s'est occupé de revenu national, qui va avec Pérou à Londres, etc., mais il a lu non seulement Keynes, mais il a lu Beveridge. Et il s'occupe déjà, avant d'arriver, de la sécurité sociale. Et je signale, pour ceux que ça intéresse, de suivre un séminaire sur l'histoire du financement de la protection sociale, qui aura un beau sujet autour de Ury. Parce que, sur la longue durée, il revient souvent, il est quand même obsédé par cette question de production, mais toujours en rapport avec les revenus, et notamment avec la diversité et les inégalités de revenus. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un économiste qui dépasse des frontières de spécialisation, ce qui d'ailleurs le rend inactuel, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait peu d'économistes qui s'occuperaient
de toutes ces choses. Alors, quoi dire? 3 moments, comme ça c'est clair, hein. Soyons pédagogiques comme lui. Donc 3 moments, il arrive en 1947 à un moment critique, c'est le premier moment, c'est le moment de court terme. J'ai fait court, moyen, long. C'est un peu bateau, mais vous allez voir, ça peut être discuté, hein. Et ça sert de base des discussions. Alors court, c'est la crise du plan. C'est-à-dire qu'il arrive, alors je ne peux pas vous donner le jour ni l'heure, mais je pourrais le chercher, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse. Il arrive en septembre 1947, c'est-à-dire le plan a déjà 1 an ou plus d'1 an, mais il est en mauvaise passe. Il y a une triple crise, une crise financière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement du plan, il n'y a pas de moyens, il y a la promesse qui vient d'être donnée du plan Marshall, mais qui n'est pas mise en route. Hein, c'est juillet 1947, bon. Il y a la crise internationale, on est en pleine rupture de guerre froide, à cause en particulier du plan Marshall, juillet 1947, et on est dans une crise sociopolitique, c'est la fin du tripartisme, c'est les communistes qui quittent le gouvernement, donc toute cette construction née sur la résistance, qui éclate, la CGT, dont il était assez proche, surtout de Pierre Lebrun, éclate entre CGT et FO, et donc c'est un moment de chaud, c'est-à-dire un moment où il ne s'agit pas seulement de réfléchir, mais où effectivement il faut agir et agir vite. Le deuxième moment, alors c'est plus calme encore que, chaque année il faut négocier avec les Américains pour avoir les crédits, c'est le moment peut-être d'une mise en cause possible du plan à partir de l'été 1948, et le fait que Pierre Uri, avec Jean Monnet, va obtenir les soutiens nécessaires entre les Américains et les Français. C'est le gouvernement, c'est ce jeu qu'adore Jean Monnet et sans doute Uri, c'est-à-dire régler 2 problèmes en même temps. Pour en régler un, on en règle un autre, ce qui permet de faire circuler la question de la solution. Et là, on est dans le moyen terme, c'est-à-dire que le plan est sur les rails, si je puis dire, jusqu'à 1952. Donc, c'est les textes concernant le deuxième rapport. Le premier, c'était le premier rapport de la commission du bilan national. Ça, c'est le deuxième rapport. Et le troisième moment, alors c'est le long terme, c'est-à-dire il y a la mise en place du deuxième plan, mais comme souvent Jean Monnet et Pierre Uri, quand la question est réglée, quand déjà il passe à autre chose. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il va quitter le plan, il laisse Hirsch et il va passer sur la question de la CECA, etc. Et donc, mais c'est le long terme déjà du début de l'Europe, l'échec des programmes à long terme, l'échec de la rencontre avec l'Angleterre, avec Plowden, donc pour essayer d'articuler, et où en fait ça les conduit vers l'Allemagne. Poser la question de l'Allemagne puisque l'Angleterre se dérobe. Voilà un peu le programme. Bon, alors, abri d'abattu, premier temps court, la crise. Jean Monnet, dès la construction, donc le plan a été mis en place en 1946, chose connue, hein, novembre 1946, le premier rapport sur le plan de modernisation et d'équipement, qui est le terme exact. Jean Monnet a présenté ses projets dès 1945 à De Gaulle, puis Léon Blum, puis etc., toujours dans la perspective, et là on voit une influence des économistes anglo-américains, de la viability. Viability, c'est-à-dire le fait de rendre l'économie française viable au sens d'équilibrer du point de vue de ses paiements, la balance des paiements. Donc l'idée du plan, c'est qu'à terme, la France doit être équilibrée. Le terme étant 50, qui va être repoussé en 52 à cause de l'articulation avec le plan Marshall. C'est-à-dire qu'à terme, la France ne doit pas avoir de déficit de paiement. L'aide américaine lui permettant ce répit, hein, cet ajout d'apport de ressources financières, gratuites pour la plupart, double en dollars et en francs, puisqu'il y a la contre-valeur utilisable en francs. Donc le plan Marshall est utilisé 2 fois. Et cette viabilité repoussée à 1952 pose problème. En 1947, on en est loin, puisqu'il n'y a pas de financement. L'aide américaine
tarde, il faut en prévoir une aide intérimaire avant même l'aide Marshall, sur laquelle Pierre Uri va faire pour Jean Monnet un mémorandum au début de 1948. Et au fond, à l'été 1947, il y a une vraie crise des importations, on est obligé de supprimer les importations autres que vitales, il y a une inflation de 50%, à cela s'ajoute la crise politique latente, parce qu'elle n'intervient qu'à l'automne, mais qui est déjà, les communistes ont été éjectés en mai, donc le plan risque de tomber à l'eau, et il faut trouver à la fois des ressources et les moyens d'éviter ces dérives que représente notamment l'inflation. Alors c'est la double création du comité d'assainissement financier, un comité qui regroupe la plupart des ministres qui ont rapport aux finances intérieures et extérieures, et puis cette fameuse commission du bilan national, c'est-à-dire cette commission qui au fond va être une super commission de modernisation. Hein, l'idée majeure, ça a été dit de Jean Monnet, c'est de réunir tous les partenaires autour d'un texte commun, hein, d'essayer de se débrouiller en commun pour envisager, c'est le plan. Et je vous rappelle quand même que le plan est le deuxième et seul, quasiment, texte de l'histoire française depuis la Révolution qui recueille un quasi-consensus. Il y a une grande bagarre sur les institutions politiques, personne n'est d'accord, De Gaulle, mais il y a un grand accord sur les réformes économiques et sociales, c'est le programme du CNR, qui est sacré, que personne n'ose mettre en cause, hein, pendant longtemps, jusqu'aux années 80 quasiment. Hein. Et d'autre part, c'est le plan. Vous avez, parce qu'en plus, dans le plan, vous avez le patronat, qui n'était pas très puissant à l'époque, hein, le CNPF venait de se reconstituer, donc sur des bases assez fragiles, mais quand même, il y a la CGT, encore unifiée en 1946, et puis il y a donc à la fois tous les ministères donc, et toutes les forces politiques du tripartisme et en fait de l'Union nationale. Donc l'idée c'est de faire une super commission de modernisation réunissant les principaux ministres et surtout les grands directeurs du Trésor, François Bloch-Léné qui vient d'arriver au Trésor, Jean Salt pour la Banque de France, et à la fois des représentants de la CGT, du CNPF, Pierre Lebrun pour la CGT, auquel Uri était très lié. Pierre Lebrun, parcours assez singulier, ingénieur, de la tendance unitaire, mais non communiste. Ça existe, hein, donc il faut le savoir. Jusqu'au bout, d'ailleurs, il y a eu. Bien, donc, ce qui avait quand même une signification intéressante. Et qu'est-ce qu'il prévoit ? Au fond, il faut rendre viable ce plan qui démarre, et l'idée, le diagnostic, c'est, ce qui va être exprimé à l'époque, c'est briser l'écart inflationniste. Alors, c'est-à-dire trouver ce qui, c'est déjà dans une vision keynésienne, disons, non pas une vision budgétaire simplement, non pas une vision financière simplement, mais une vision économique. C'est-à-dire la somme des demandes privées et publiques qui excède la somme des ressources. Claude Gruson, qui est déjà proche du Trésor, proche de Bloch-Léné, et qui va être le fondateur véritable de l'institutionnalisation de la comptabilité nationale, a dit après coup qu'il y avait un coup d'esbrouf dans, au fond, cet écart inflationniste, parce que Pierre Uri fait semblant de mettre en place toutes les ressources et toutes les charges, et en réalité, à la fin, il aboutit à un écart purement monétaire qu'il faut purger. Donc, il y a un glissement, je n'ai pas le temps de montrer, mais c'est extrêmement habile. Hein. C'est-à-dire qu'il fait accepter comme étant, au fond, un écart global, quelque chose qui, au fond, aboutit à justifier un prélèvement. Donc, maîtriser les dépenses, les réduire, y compris les dépenses d'investissement, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout à fait intéressant de voir dans le détail, il garde les investissements principaux, et il garde notamment ceux qui passent par des importations américaines. Ce qui, évidemment, va être tout à fait intéressant pour les Américains. Parce qu'en même temps, c'est les Américains qui disent, en août 48, en août 47, oui, en août 47, il faut que vous stabilisiez, hein, sinon vous n'aurez pas le plan Marshall. Donc l'idée, c'est qu'on doit, et comme toujours, Monnet et Uri devancent les demandes américaines
pour montrer que ça correspond à une vraie politique française. C'est-à-dire, la stabilisation, c'est votre intérêt, mais c'est notre politique. Alors on diminue un peu les investissements, on diminue toute une série de dépenses, mais 3 réserves, et là URI pèse lourd, je n'ai pas le temps de citer, mais ça doit être donc une purge, mais non déflationniste, c'est-à-dire ça ne doit pas mettre en cause la poursuite des grands programmes, les 6 activités de base qui étaient les priorités du plan, les infrastructures, je n'ai pas le temps de détailler. 2, donc non déflationniste. Deuxièmement, un transfert de revenus des non-salariés vers les salariés, c'est le plan Mailleur, c'est-à-dire on prélève sur les bénéfices des entreprises qui ont profité de l'inflation, c'est-à-dire on va voir non pas des indices macro, mais des indices déglobalisés, qui est derrière l'inflation, qui en bénéficie, qui en pâtit. Donc c'est des non-salariés vers les salariés, et d'autre part, on retire les billets de 5 000 francs, ce qui va permettre quand même d'éliminer un certain nombre d'argent sale du secteur non contrôlé. Donc là aussi, on fait un transfert du secteur non contrôlé vers le secteur contrôlé. Ce qui veut dire que socialement, politiquement, on fait une politique, bon, vous appelez ça comme vous voulez. À l'époque, ça ne s'appelle pas tout à fait une politique de gauche, parce que, au fond, comment je vais dire, comme il est tard, tout le monde est à gauche, même le MRP. Personne, bon, vous voyez ce que je veux dire. Personne, il y a la poussée, c'est-à-dire que personne n'ose se dire vraiment de droite. Et c'est René Mayer, qui est un radical quand même, je ne vais pas dire d'extrême droite, mais enfin de droite, qui au fond accepte et met son nom sur... C'est d'ailleurs assez drôle parce que Monet, dans ses mémoires, dit que c'est un gouvernement Mayer-Schumann, c'est-à-dire Mayer comme président du Conseil et Schumann comme ministre des Finances. Bon, c'était l'inverse, c'est pas très grave. Bien, deuxième temps, donc on a déjà un aperçu de la méthode et de Monet et de Pierre-Uri. D'autre part, Monet et Uri ont bien défendu l'idée que le plan serait la matérialisation que la France garde l'indépendance nationale malgré le besoin des crédits américains. C'est-à-dire aux Américains, on leur dit, et ça c'est ce dialogue par-delà l'Atlantique sur lequel Monet excelle, où je pense Uri le suit, c'est de dire aux Américains, vous savez, il faut qu'on fasse le plan parce que c'est la meilleure manière pour qu'on stabilise et la monnaie et les finances et qu'on stabilise l'économie et que la France soit partie prenante du plan Marshall et de la guerre froide à votre côté. N'oubliez pas qu'on a un fort parti communiste qui a près de 30%, donc si jamais ça ne va pas, les communistes vont prendre le pouvoir. Ce chantage du faible est utilisé en permanence. Et du côté aux Français, on leur dit, vous savez, les Américains vont nous demander de stabiliser. Et de toute façon, c'est notre intérêt de stabiliser. Donc stabilisons en réduisant l'écart inflationniste. Deuxième temps, j'ai combien, Olivier ? 5 minutes. 5 minutes, c'est 4 de trop. Deuxième temps, mais tant pis, vous ne pouvez pas me reprocher d'être caricatural. Le deuxième temps, c'est à mi-parcours en 1948, un deuxième bilan national du comité donc, du bilan national, où là, Uri élargit. C'est-à-dire, il va élargir au problème des revenus, au problème au fond, de construire une comptabilité nationale, pas simplement sur les produits finaux, mais sur les valeurs ajoutées. Je passe les détails, Philippe pourra discuter là-dessus. Et d'autre part, d'intégrer là-dedans la répartition des revenus. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, il nous dit bien que le plan n'est pas du tout un débat entre, je suis désolé pour ce qui a été dit précédemment, n'est pas du tout un débat de troisième voie. Il dit le débat de la liberté du dirigiste n'a peu de rapport à l'affaire. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'articulation des deux qui compte. C'est-à-dire il distingue le dirigisme qui était celui de Vichy, dont certains socialistes voulaient le poursuivre, c'est-à-dire des contrôles des prix, des revenus, des quantités, donc extrêmement méticuleux, etc., sans vision d'ensemble. C'est ce qu'il appelle le dirigisme sans plan. Et lui, le plan qui s'appuie sur les éléments essentiels, c'est-à-dire les éléments macro-financiers qui permettent une vraie politique d'investissement dont le contenu est précisé, c'est-à-dire un contenu qui va permettre d'atteindre l'indépendance.
je passe cette deuxième étape, qui va être aussi l'étape de la préparation du second plan, est très importante. La troisième étape, c'est le troisième rapport du bilan national, c'est fin 49, et c'est le moment où véritablement il y a une vraie approche macroéconomique de l'ensemble des questions, et il y a surtout un rapport sur le premier plan de fin 49 dans la perspective qui n'a pas eu lieu de présenter le plan au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. C'est-à-dire que le plan a été approuvé au Conseil du plan, où j'ai dit toutes les parties prenantes l'ont approuvé, donc il y avait une approbation. Mais il y avait eu le souci éventuellement de faire passer, et le premier plan n'est pas passé devant le Parlement. Mais le texte a été fait. Et c'est un texte de Pierre Uri. Alors c'est très intéressant pour nous montrer la méthode du plan. Alors la méthode, on la connaît, c'est mouiller tous les partenaires sur un horizon qui va constituer, là c'est moi qui parle, parce que je ne peux pas citer, c'est un horizon de certitude. C'est-à-dire vous donnez un horizon, 1952, où il doit y avoir une croissance, 1929 plus 25% du niveau de production, mais les productions essentielles, l'électricité, les transports, l'acier, le machinisme agricole, etc., qui doivent être effectivement à un niveau suffisant pour permettre le développement du reste de l'économie et d'autre part d'aboutir à la fameuse viabilité. Ça c'est la première chose, c'est la méthode. La deuxième, c'est de créer des priorités, donc d'avoir un programme cohérent et où d'autre part chaque priorité interagit sur l'autre. C'est-à-dire que si on décide la modernisation des houillères, ça va aussi avoir des conséquences pour les chemins de fer, etc., qui eux-mêmes vont bénéficier de la modernisation de l'acier, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence d'ensemble. Et donc, c'est l'idée que le plan n'est pas contradictoire ni avec l'entreprise privée, ni avec les initiatives industrielles, mais c'est de pousser tous les acteurs sociaux à s'inscrire dans cette dynamique et dans cette perspective, qui est une perspective de croissance, et de croissance forte, puisqu'on rattrape, et qu'on part de très bas. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que si vous prévoyez une croissance de 5% par an, tous ceux qui ne feront pas 5% seront pénalisés. C'est-à-dire que la charge, au fond, du risque se retourne. Ce n'est pas le surinvestissement qui était peut-être le risque majeur pensé avant 1930. Maintenant, c'est le risque de sous-investissement. C'est-à-dire de pousser le patronat, mais libre de suivre ce mouvement qui a été accepté par tout le monde. Vous ne pouvez pas être en dessous, hein, sinon, justement, vous serez pénalisé. Et d'autre part, c'est le moment, au même moment, où il y a l'échec, je l'ai dit, de l'entrevue à Oujared avec Plowden, où il y a Hirsch, Monet et Uri, et où, en fin de compte, Uri essaye de défendre l'idée d'un programme à moyen terme qui serait profitable aux deux pays, etc. Les Anglais n'en veulent pas. Et là, Jean Monnet, dans ses mémoires, révèle qu'au fond, ils ont bien compris qu'ils ne voulaient pas rentrer dans l'engrenage, il emploie ce terme, dans l'engrenage vers le fédéralisme. Donc c'était une rouerie de Jean Monnet et secondairement de Pierre Uri de les faire s'engager en espérant que ça viendrait jusqu'à la fédération politique. Dernier point, et après je m'arrête, c'est promis. Quelques points quand même qui me sont apparus nouveaux. Sur le plan, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a 3 points qui sont dits par Uri dans son rapport pour le Parlement, et 3 points qui ne sont pas dits, que moi qui vais dire. Premier point, le rattrapage. C'est bête, j'ai pas le temps de lire, mais c'est superbe cette phrase, où il explique comment, au fond, ce n'est qu'un retour à des niveaux qui ont été déjà connus. Donc, puisque c'est un rattrapage. Et donc, il n'y a pas de... L'effort demandé est légèrement facilité, puisqu'au fond, on reprend... Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est ce que j'ai dit, on part de très bas. Donc, on a à attendre une croissance très forte, ce qui, évidemment, est dynamique pour le plan. Troisièmement, on a quand même les infrastructures en place, une main-d'œuvre, des possibilités. Ce n'est pas tant les destructions que le vieillissement de l'appareil productif qui est important. Donc la machine peut être remise en route. Les choses qui ne sont pas dites, je vais les dire. Premièrement, on peut dire qu'au fond, ce qui est une des critiques qui est faite, ça a sacrifié des secteurs. Le logement, une partie de l'industrie de transformation, les transports urbains, etc., etc. Les télécommunications. Mais ce choix, il est commun. Il y a un consensus
pour dire on reconstruit d'abord les secteurs de base et après, etc. Il y a un étagement, parce qu'il y a une vision de moyen terme et une vision de long terme. Et elle est partagée. Donc, bon, mais ça n'est pas dit. L'autre chose qui n'est pas dit, peut-être, et mais qui doit être vue, c'est que, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils baignent dedans, c'est que la plupart de ces secteurs de modernisation sont des secteurs connus et qui sont déjà présents aux États-Unis et dont une partie du matériel vient des États-Unis. C'est-à-dire que l'avenir est connu. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation, comme aurait dit Pierre Dac, c'est beaucoup plus facile de prévoir l'avenir quand il est connu que quand il est inconnu. Et donc, on n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un rattrapage des technologies américaines. Dernier point, peut-être quelques points aveugles quand même dans tout ça, il faut bien en trouver. À un moment donné, il dit dans le texte, je vous assure qu'il le dit, la population active va diminuer en France. Et ça, c'est quand même... Alors, il voit effectivement qu'il y a à la fois des jeunes qui arrivent en grand nombre, ça il a bien vu, des vieux, mais bon, il y a toutes les classes creuses et il y a surtout les morts de la guerre de 14, qui sont encore, disons, post-actifs ou actifs encore pour un certain temps et qui pèsent moins. Et donc la population active, elle continue d'augmenter et probablement aussi parce que dans les statistiques, l'emploi féminin est très sous-estimé et qui va s'étendre. Donc là, c'est une question, je le relève parce que ça n'apparaît pas souvent. Donc je ne veux pas jouer à celui qui pointe mais c'est quand même une question, parce que ça préjuge de toute la trajectoire. Je pense que là-dessus, on pourra discuter. Deuxième point aveugle peut-être, donc il y a les femmes, vous voyez, je suis très à la mode, il y a les femmes, et puis il y a les colonies. Donc j'entre aussi, c'est-à-dire qu'il dit bien, on a des problèmes avec le dollar gap. Il faut qu'on trouve des dollars, il y a le système européen où on mutualise les dollars, etc. Mais il a dit, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on intègre là-dedans mieux les territoires d'outre-mer. C'est-à-dire que pour lui, à ce moment-là, en 47, en 48, peut-il en être autrement, c'est une autre question, mais la France, c'est la France impériale, avec ses ressources de matières premières, d'autant plus qu'il y a un problème de matières premières. Et donc là, il y a quand même aussi une question qui me paraît être également peut-être un point qui n'avait pas été suffisamment discuté. Ceci étant, il a discuté de tellement de choses qu'on ne peut guère lui reprocher d'avoir quelques points un petit peu plus aveugles. Je vous remercie. Merci Michel. On garde un peu de temps pour discuter après, mais on passe la parole tout de suite à Frédéric Tristram, qui va nous parler de la question cruciale. Pierre-Henri est-il l'inventeur de la TVA ? J'ai 20 minutes comme Michel. Sachant que naturellement la défaite est souvent orpheline et que la victoire a beaucoup de papa. Merci Olivier. La question a été posée dès l'introduction de notre colloque. Pierre-Henri est-il l'inventeur de la TVA ? Donc l'objectif de cette communication, c'est de mesurer le rôle d'un personnage historique, Pierre-Henri, dans la création d'un impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est entrée dans le droit français à la faveur de la loi du 10 avril 1954. Cette taxe, je tiens à le dire dès le début, n'est pas une taxe ordinaire. Et elle présente un certain nombre de caractéristiques, peut-être même de qualités, qui en font un impôt un peu spécial. D'abord, c'est un impôt à fort rendement. C'est aujourd'hui la première recette fiscale de l'État, pour à peu près 125 milliards d'euros en 2019. Et ce rendement lui est conféré par son caractère de grande généralité. C'est un impôt synthétique, qui est d'ailleurs un des caractères constitutifs de cette taxe. On le reverra. La deuxième caractéristique, c'est un impôt qui présente un certain nombre de qualités économiques, nous y reviendrons également, notamment sa neutralité. Et enfin, c'est un impôt, et c'est peut-être le point principal aujourd'hui, qui est merveilleusement adapté au développement du commerce international. C'est-à-dire que non seulement on ne décourage pas les échanges, mais qui permet aux États qui vont échanger de conserver leur souveraineté fiscale et le maintien de leur taux d'imposition. Donc on gagne sur les deux revers de la médaille.
ce qui a fait que la TVA est aujourd'hui un impôt, bon, certes national, il a été inventé dans un contexte français et franco-français, on va le voir, mais c'est un impôt qui est devenu un impôt européen et même un des instruments de la construction européenne dans les années 1960, avec l'adoption des 2 premières directives fiscales le 11 avril 1967, qui étaient indispensables à la constitution du marché commun. Le marché commun, c'est pas seulement la suppression des barrières internes et la définition d'un tarif extérieur commun, c'est aussi l'adoption de la TVA au niveau communautaire. Et puis un impôt aujourd'hui mondial, puisqu'il a été adopté par 160 pays, plus de 160 pays dans le monde, et nous animons d'ailleurs, quelques-uns dans cette salle, 2 au moins, un panel international autour de cette question importante. Alors, une taxe importante dans l'histoire fiscale, mais aussi économique et sociale de la France, de l'Europe et presque du monde. Pierre Ury en est-il l'inventeur? Eh bien non. Et je sais, j'ai conscience, que de répondre ainsi à cette question ne participe pas à ma popularité dans cette salle. Je suis au regret de le dire. La chose que Pierre Ury a donnée à cette taxe, c'est son nom, en revanche. Et même, on pourrait dire, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, peut-être de vous convaincre, que cette taxe est même construite contre les préconisations de Pierre Ury et en négatif de ce qu'il aurait souhaité, ce qui justifie d'ailleurs de comprendre les interventions de Pierre Ury dans ce dossier, qui sont nombreuses, qui sont importantes, et de comprendre aussi pourquoi il n'a pas été suivi, ce qui permet d'ailleurs de mieux cerner ce qu'est en retour cette taxe, et de ce qu'est également, quelle est la personnalité de Pierre Ury, et quels sont ses grands choix théoriques ou idéologiques. Alors on va essayer de le faire en 3 temps. D'abord, de montrer que malgré des efforts considérables de Pierre Ury de grande qualité, la fiscalité n'a pas été comprise dans les réformes de structure de la libération. Dans un second temps, on va montrer que les interventions de Pierre Ury ne s'inscrivent pas, et même peut-être vont à l'encontre d'un processus d'innovation incrémentale de la fiscalité indirecte qui commence en fait pendant la Première Guerre mondiale, aboutit en 1954 à la création de la TVA et se poursuit même au-delà de 1954, mais ça, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Enfin, on verra qu'Ury a défendu une intervention de l'État par le biais de la fiscalité, alors qu'au contraire, la TVA, telle qu'elle a été adoptée, se veut une taxe neutre, marquée au contraire par sa neutralité. Premier point, donc, Pierre Ury a fait beaucoup de choses pour que la fiscalité soit au cœur de réformes structurelles, mais il va échouer. Alors cette tentative, c'est essentiellement la rédaction, on l'a déjà cité, du plan de la CGT du 25 avril 1947, dont Pierre Ury va être le principal rédacteur. Alors on va voir d'abord ce qui a amené Pierre Ury à rédiger ce document, ce qu'il contient et peut-être pourquoi la fiscalité ne s'est pas imposée comme un des thèmes majeurs de réforme globale. Alors d'abord, qui est Pierre Ury en 1947? On l'a dit, il est né en 1911, il est normalien, il est agrégé de philosophie, il va se tourner vers les études économiques après avoir été chassé ignominieusement de son poste d'enseignement par les lois raciales de Vichy. Il s'intéresse particulièrement aux questions fiscales, puisque en pleine guerre, au centre de perfectionnement aux affaires de la Chambre de commerce de Paris, il va consacrer un mémoire à la définition fiscale du bénéfice. J'insiste sur ce sujet parce que c'est un sujet important et c'est un sujet compliqué, puisque la loi qui crée l'impôt sur le revenu, l'impôt général du 16 juillet 1914, et la loi qui crée la cédule des bénéfices industriels et commerciaux n'a pas défini le bénéfice imposable. C'est un problème extrêmement technique, extrêmement complexe, qui va trouver un début de réponse dans les années 1920 par la voie jurisprudentielle et notamment par un arrêt de la Cour de cassation. Donc, s'intéresser à ça, ça fait incontestablement de Pierre Ury un expert fiscal de haut niveau. À partir de 1944, il collabore à l'Institut de sciences économiques appliquées, vient de créer François Pérou, et dans le même temps, il va entamer une action plus politique qui le conduit à participer aux côtés de notamment Pierre Lebrun
groupe d'études d'une CGT qui est encore réunifié. Alors Pierre Lebrun, Pierre Ury vont, dans leur projet de réforme fiscale, bénéficier aussi de l'apport technique des agents du syndicat national des contributions indirectes, où l'influence du Parti communiste est dominante. Le parti rend d'ailleurs en mars 1947 son propre programme de réforme fiscale qui rejoint sur de nombreux points les interventions de la CGT, et pour autant le travail de Pierre Ury n'est pas une formulation des thèses communistes. Il va au-delà, Michel l'a rappelé, Pierre Lebrun lui-même est certes un cégétiste unitaire, mais il n'est pas membre du Parti communiste. Et donc, ce document important, essentiel dans l'histoire de la fiscalité française et dans l'histoire de la gauche, apparaît davantage comme une synthèse des positions traditionnelles de la gauche française en matière fiscale, plutôt que proprement communiste. Et aussi, il y est instillé une orientation qui est volontiers modernisatrice, dans la lignée de Pierre Mendès France ou de Jean Monnet. Et c'est probablement à ce double titre que le plan de la CGT constituera une référence durable dans les débats politiques des années 1950, 1960 et même au-delà. Alors que contient ce plan, qui contient la création d'une taxe sur la valeur ajoutée, mais va bien au-delà? Il y a trois éléments qui le caractérisent. C'est d'abord l'objectif d'une plus grande justice fiscale et sociale par la fiscalité. Ury dénonce l'injustice du prélèvement, notamment le poids trop lourd des impôts indirects, et ce plan manifeste un transfert des impôts indirects traditionnellement élevés en France vers les impôts directs, également vers des catégories socio-professionnelles qui paient peu d'impôts vers des catégories qui en paient davantage, donc un rééquilibrage social, notamment du fait de la fraude. Donc ça, c'est un premier point. L'objectif, c'est un objectif aussi de croissance du prélèvement qui va dans le sens d'une intervention financière plus importante de l'État, et notamment en matière d'investissement. Alors là aussi, Michel y a fait référence. On va retrouver cette préoccupation, je ne vais pas insister, à l'automne 1947, donc quelques mois après, dans le rapport de la commission du bilan. Lebrun et Ury vont réclamer un effort fiscal qui va passer notamment par la création d'une contribution exceptionnelle qui est largement assise sur les travailleurs indépendants, ceux qui justement échappent traditionnellement à l'impôt, les agriculteurs, les chefs d'entreprise petits et moyens, les professions libérales, et en revanche les salariés sont plutôt épargnés. Enfin, de façon très novatrice, le projet s'intéresse aux effets économiques de l'impôt, ce qui n'est pas du tout évident dans ce milieu des années 1940, cette fin des années 40, de façon assez contre-intuitive, mais l'influence de Pierre Mendès France là est probablement présente. Il est assez favorable aux formes modernisées de l'entreprise, et notamment aux formes sociétales, puisqu'il y a un statut particulier qui est même plus favorable en quelque sorte. Alors Ury n'est pas l'inventeur de la TVA, mais il est presque l'inventeur de l'avoir fiscal, qui sera adopté en 1965. Et également un objectif de lutte contre l'inflation. Je ne développe pas ce point qui sera développé dans le texte écrit. Mais à travers les critiques formulées contre le système fiscal en cours, apparaissent les contours d'une autre politique économique où l'instrument fiscal serait mis au service d'une augmentation des capacités de financement de l'État, d'une modernisation de l'appareil productif et d'une redistribution des revenus en faveur des salariés modestes et moyens et de la lutte contre l'inflation. Et à cet égard, le projet de la CGT s'inscrit dans un ensemble de préoccupations, je l'ai dit, qu'avait déjà formulé 2 ans plus tôt le ministre de l'économie nationale, Pierre Mendès France. Alors concrètement, je ne vais pas y revenir, il y a un impôt sur le revenu qui a une assiette très large, c'est un impôt très moderne, et très progressif, puisque le taux marginal allait à 85%. On redécouvre cela dans le débat public en 1947, on l'avait un peu oublié, ça avait un peu été mis à l'écart, notamment dans les années 1930, la question de l'impôt sur le capital. Et puis, il y a la TVA, j'y reviendrai plus. Alors, ce beau projet, va échouer, et c'est d'ailleurs une question relativement ouverte
de savoir pourquoi il n'y a pas eu de réforme globale de la fiscalité en 1945. C'est probablement un effet à la fois d'expertise, de défaut d'expertise et de contretemps. Il y avait peu d'experts de la fiscalité dans la résistance et dans les cénacles qui organisent, qui pensent. On a cité le Conseil national de la résistance et son programme du 15 mars 1942. Et là, le terme de fiscalité n'apparaît pas. Mais on pourrait, il y a d'autres cénacles où là aussi la réflexion est faible. Et donc, Uri arrive tardivement dans un moment où on est au moment de la rupture du tripartisme, où probablement le vent des réformes structurelles est passé. C'est probablement l'explication majeure, mais je laisse la question quand même assez ouverte. Bon, après avoir vu les ambitions et finalement l'échec de ce projet fiscal, rentrons maintenant plus en détail dans le processus de création de la TVA. Pour bien comprendre l'adoption de cette taxe, il faut la situer dans une double logique, qui est celle d'un instrument de politique financière, mais aussi de politique économique et sociale, donc qui va s'adapter à un certain contexte, qui va essayer de répondre à un certain nombre d'objectifs qui vont être définis par les pouvoirs publics, mais la fiscalité, et on l'oublie parfois, c'est aussi un système logique. Il y a un système technique qui a sa rationalité propre et qui répond à des logiques internes, et qu'on va voir très clairement à l'œuvre dans cette création. Et la création de la TVA en 1954 est le résultat d'un processus d'innovation incrémentale qui commence en réalité avec la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est l'idée du processus d'innovation incrémentale qu'on part d'une structure donnée, que par une série de modifications, qu'on va voir, on va améliorer ce modèle existant. Et de fait, la TVA, par ce processus presque de pensée, par cette démarche intellectuelle qui est très proche des sciences de l'ingénieur, c'est sans doute pas un hasard si elle a été en réalité inventée par le principal inventeur de la TVA, qui est Maurice Lauré, qui est un des rares inspecteurs des finances à avoir été en même temps polytechnicien. Alors je ne vais pas vous refaire toutes les étapes parce que sinon on passerait beaucoup trop de temps. On part d'une taxe sur les paiements en 17, qu'on perfectionne en 1920 avec une taxe sur le chiffre d'affaires. On introduit des logiques comptables en réalité, mais cette taxe a un gros défaut, c'est un impôt cumulatif, c'est un impôt en cascade, donc qui va dépendre de la forme du processus de production ou de distribution. Plus le processus de production ou de distribution sera long, plus la charge fiscale contenue dans le produit final sera élevée. Donc c'est un défaut, notamment un défaut en France, où il y a une structure du capitalisme qui est moins concentrée qu'en Allemagne. Le modèle vient de l'Allemagne. Donc c'est une loi du Front populaire en 1936, insuffisamment probablement étudiée, qui va créer un impôt unique sur la dépense, qui s'appelle la taxe à la production, qui n'est pas un impôt sur la production, mais qui est un impôt à la fois unique, c'est-à-dire qui touche qu'une seule fois le produit, et synthétique, c'est-à-dire général, sur la dépense. Et à cet égard, à la fin des années 1930, la France est en avance techniquement sur l'ensemble des pays européens et du monde en matière de fiscalité indirecte, puisqu'elle a fait un impôt synthétique, général, sur la dépense, qui est aussi un impôt unique. Alors il reste deux étapes à réaliser. La première étape, qui sont réalisées par Maurice Lauré, la première en 1948, avec le passage de cette taxe à la production au paiement fractionné, on est presque à la TVA. Vous voyez que c'est très contemporain des réflexions de Pierre Uri. Et puis en 1954, c'est la possibilité de déduire les taxes ayant pesé en amont sur les investissements et les frais généraux par la loi du 10 avril 1954 qui créera la TVA. Alors l'intervention de Pierre Uri est à contresens, c'est-à-dire ne s'inscrit pas dans cette logique d'innovation incrémentale. Et l'impôt que va inventer Pierre Uri, c'est un impôt en fait qui n'est pas un impôt réellement de consommation, qui est davantage un impôt sur le bénéfice brut des entreprises, et qui rejoint d'ailleurs ces réflexions sur le bénéfice imposable que j'ai cité tout à l'heure. Puisque cette taxe est effectivement assise sur la valeur ajoutée, donc le nom est juste, tandis que la TVA qu'on a aujourd'hui n'est pas une taxe sur la valeur ajoutée, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Le système proposé alors présente de qualité. Il évite la taxation en cascade, ce sera réalisé un an après par Maurice Lauré par les paiements fractionnés, mais ça c'était déjà présent, et donc il évite, ou en tout cas rend plus difficile, la fraude fiscale. Il n'est pas un impôt en cascade, c'est aussi une taxation unique, un certain nombre d'avantages techniques.
Mais en revanche, c'est un impôt très différent, puisque la déductibilité n'est pas taxe sur taxe, mais base sur base. Je ne sais pas si ça dit beaucoup de choses, mais qui fait que c'est un impôt, en fait, qui est plus proche, je l'expliquerai, de l'impôt sur le bénéfice brut des entreprises. Dès lors, Pierre-Uri va être intégré dans une série de travaux, et notamment dans la préparation de ce qui deviendra le décret du 9 décembre 1948, on vient de créer la Direction générale des impôts, et au sein de cette administration fiscale nouvelle, on essaie de réfléchir aux modifications du système fiscal. On va créer une commission de grande partie constituée de fonctionnaires pour réfléchir à ce sujet, qui va se réunir du 10 juillet 1948 au 25 novembre 1948, 32 séances, on passe vraiment en revue l'ensemble du dispositif fiscal français. Pierre-Uri est associé aux travaux de cette commission, mais, et c'est un signe probablement de sa marginalisation, il ne participe qu'aux 7 premières séances. Quand les travaux s'interrompent temporairement en juillet 1948 et reprennent en octobre 1948, Pierre-Uri ne fait plus partie de cette commission, donc il a été probablement mis à l'écart par les cadres dirigeants de ce qui est déjà la DG. Dernier point, il me reste combien, Monsieur le Président? 3 minutes. 3 minutes. Uri défend une intervention de l'État par le biais de la fiscalité, alors que l'impôt se veut un impôt neutre, une taxe neutre. On va rentrer ici dans l'ultime étape dont je parlais tout à l'heure, qui est celle de la création de la TVA en 1954. Il y a un double enjeu. D'abord, l'idée de neutralité fiscale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dissuader les investissements et donc on doit détaxer les immobilisations, pouvoir déduire les impôts qui ont pesé sur les amortissements et pas seulement sur des biens qui rentrent physiquement dans la composition du produit. Mais par ailleurs, en faisant ça, en fait, on favorise les investissements. Et on favorise un certain type d'investissement puisque cette taxe entre en fonction à un moment très précis de l'histoire économique de la France, c'est-à-dire à un moment où l'État cesse d'être le premier investisseur du pays. Sommet 1950, 60% de l'investissement, c'est de l'investissement public, et on passe le relais aux entreprises, on doit favoriser leur capacité d'autofinancement, et la TVA, à cet égard, est un merveilleux instrument d'autofinancement pour les entreprises. Alors dès lors, va se poser la question de l'orientation de ces investissements. Est-ce qu'il faut que cette taxe soit totalement neutre, qu'elle ouvre largement, totalement les choix des chefs d'entreprise, ils font ce qu'ils veulent, ou est-ce que l'État doit orienter ces investissements en soumettant de façon discrétionnaire les investissements qui, pour les taxes qui ont pesé sur les investissements, on est toujours taxe sur taxe et non base sur base, mais sélectionner de façon discrétionnaire les investissements qui ouvrent droit à déduction. Alors Laurey est favorable à la neutralité, Uri est favorable à la sélection des investissements, et c'est probablement sa dernière intervention dans ce processus législatif. Donc Laurey est pour une taxe libérale, Uri est pour une taxe, je ne dirais pas dirigiste, mais régulationniste, interventionniste. Et il va le faire, notamment en mai 1952, Laurey vient de lancer le débat sur la TVA, vient de rédiger un rapport dans le cadre de la commission de la productivité, donc le pays d'agrément, et Uri va réagir dans le cadre du plan en rédigeant un mémorandum où, s'il approuve globalement l'architecture générale de la TVA, dénonce le caractère ouvert du droit à déduction et plaide en faveur d'une sélection des investissements, à la fois dans le temps, parfois il faut investir, parfois moins, donc il y a une utilisation aussi conjoncturelle qui aurait pu être faite de cette taxe, et dans la nature des investissements. J'ai une citation, mais je n'ai pas le temps de la citer. Quand Uri quitte le plan, la position du plan se retrouve. Et quand, par exemple, en 1956, le gouvernement de Front républicain, le gouvernement de Guy Mollet, essaiera de réintroduire cette sélection des investissements par le biais de la TVA, le plan, mais c'est cette fois Hirsch
y sera hostile. Alors, en conclusion, Uri n'est pas le créateur de la TVA. Telle qu'elle a été appliquée. La TVA de Pierre Uri est très différente de ce qui a été réalisé, mais elle s'inscrit dans une réflexion globale sur la fiscalité, et elle dessine en creux, c'est probablement cela qui est le plus intéressant, une autre orientation de ce qu'aurait pu être notre politique fiscale, et donc notre politique économique et sociale, une orientation que je vais décrire en 2 mots très probablement trop limités pour la pensée d'Uri, mais qui serait celle de la gauche réformiste. Je vous remercie. Merci Frédéric Mistral. On a le temps de discuter. Je me tourne vers l'organisateur. Un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Présentez-vous si vous voulez bien. Votre nom. Philippe Herzog. Philippe Herzog. Vous avez la parole. Témoignages et commentaires. Alors, je demande juste à tout le monde de se présenter parce que nous sommes filmés. Oui, donc Philippe Herzog, économiste, homme politique. Témoignage de mes liens avec Pierre Uri. D'abord, le lien avec Noël Uri, dont je salue la présence aujourd'hui, mais aussi rencontre à 2 moments. Vous avez cité la commission du bilan qui conduit au premier budget économique en 1947. Moi-même, j'étais responsable des budgets économiques pour l'INSEE en 1965. Et nous avons rencontré des problèmes d'une même nature, c'est-à-dire, dans le cadre d'une politique de croissance, des enjeux d'une stabilisation. D'ailleurs, en 1962, j'ai écrit, à propos du plan de stabilisation de l'époque, un commentaire positif qui était très appuyé dans le monde, et pourtant, c'était Giscard, et j'étais à gauche. Mais passons. Mais ce que je veux dire sur cette époque aussi, c'est que le risque de sortie de la planification, dont Michel Margueras a excellemment parlé, on le pressentait clairement en 1965. Moi, mon mentor était Claude Gruson, et on tombait justement dans ces problèmes de stabilisation et croissance. D'ailleurs, en 68, bien et d'évaluation, il faut introduire le mot, hein, donc c'était déjà perceptible en relation avec l'inflation. Mais l'optique de Gruson, c'était qu'on lâchait la stratégie de modernisation et de développement. On ne le sait peut-être pas, mais Gruson va voir De Gaulle en 1965 pour lui dire qu'on ne dispose plus des outils d'information et de planification face à des mutations technologiques, industrielles et d'ouverture au monde. Voilà un premier vécu de témoignage. Et le deuxième, c'est le rapport, évidemment, à l'époque du programme commun entre communistes et socialistes, où d'ailleurs, là, nous avons échangé avec Uri, qui a voulu vérifier si oui ou non, j'étais soucieux de l'équilibre économique, et si en particulier d'accord avec ces orientations sur la fiscalité. Ce qui était mon cas, parce que je ne peux pas parler de la cuisine interne du Parti communiste, à laquelle j'appartenais à l'époque, et nous étions associés, bien sûr, et même participants à la fabrication du programme commun. Cette question était mise sous la table. Il y avait une contradiction sous-jacente entre des communistes qui avaient un programme social massif et qui voulaient son application immédiate d'ailleurs, et d'autres comme moi, mais à petite voix à cette époque, qui voulaient établir une cohérence. L'histoire a démontré que ça n'a pas réussi. Bon, tout ça c'est sur le témoignage, mais c'est pas... J'ajoute aussi d'ailleurs que je voulais concilier l'optique marxiste, qui ne m'a d'ailleurs pas lâché, avec l'optique réformiste dont vous parlez. J'ai toujours gardé un lien avec les gens avec Jacques Delors, avec Pascal Lamy et autres. Cette impossible alliance entre communistes et réformistes de ce genre, elle était impossible, et du coup, pour X raisons, j'ai dû quitter. Commentaire très bref qui nous ramène à aujourd'hui, en 3 points, en 3 phrases. Nous avons baigné dans un milieu de planification où on voulait faire l'histoire.
Je me souviens d'une phrase de Denizé, j'étais moi-même responsable des comptes nationaux, Denizé, avec la comptabilité nationale, un homme de droite d'ailleurs, avec la comptabilité nationale, nous allons changer le monde. Il faut l'ambition et la conscience qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel dans ce milieu de la planification française. Deuxième commentaire, évidemment la rationalisation des politiques publiques, qui a donné lieu à une tentative ensuite avortée de Michel Rocard, et qui aujourd'hui est toujours complètement en panne. Il n'y a jamais d'évaluation des politiques publiques. Chaque gouvernant dit « j'avais raison, j'ai bien fait, l'avenir est meilleur », mais aucun diagnostic critique collectif n'est consenti. Et troisième et dernier élément, et ça je résume un peu à la conclusion, il y a deux éléments fondamentaux à retenir. Le problème de l'information au sens large, l'information et l'inspiration. Gruson, son livre, c'est « Programmer l'espérance ». Programmer l'espérance, on voit toute la tradition humaniste qui a été évoquée tout à l'heure. Et donc on a besoin d'un système d'information pour être apte à faire face aux défis du temps. Et ce qui était vrai à l'époque, et ce qui était parfaitement compris par Pierre Ury et d'autres, est complètement perdu de vue aujourd'hui. La rationalisation des choix, et pas seulement budgétaire, mais de façon plus vaste. Et ça, c'est quand même lié à ce que vous avez souligné tous les deux sur l'investissement. Plus de 60% des investissements après la guerre sont d'origine publique, et aujourd'hui, 4% du PIB. Et même en dessous en France. Il faudra vérifier la notion statistique sous-jacente, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous sommes dans un contexte de sous-investissement pour des infrastructures fondamentales, à commencer par la formation des gens, etc., etc. Donc problème d'information et deux problèmes de démocratie, il faut le mettre à ce niveau. Nous ne sommes pas dans des conditions véritablement démocratiques aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a un gouvernement légitime. La démocratie relève de choix collectifs. De choix collectifs effectués par des, alors je reprends l'expression de toute la matinée, communautés vivantes. Où sont les communautés? Nous sommes dans des sociétés fractionnées, et l'ambition politique de réunir, pas simplement verbalement, mais pour affronter des défis particulièrement difficiles, en particulier au plan économique, puisque vous avez parlé aussi de l'équilibre des balances de paiement, on se tape des déficits massifs année après année, et aucune politique ne permet d'envisager qu'on va y mettre un terme, ce qui nous rend dépendants non plus du plan Marshall, mais des grands financiers internationaux. Justement. Si vous voulez grouper un petit peu les questions, si quelqu'un d'autre a une question. Non, alors, oui, j'avais une remarque, je remercie Philippe pour ces remarques qui dépassent largement, mais qui montrent bien des proximités. Dans ce texte qui fait un rapport à la fois rétrospectif et prospectif du plan en 1949, au fond, Pierre Ury va développer l'idée que a largement développé ensuite Claude Gruson et qu'on a largement discuté ensemble. Il dit l'opposition d'une économie individualiste et d'une économie planifiée s'estompe. 49. C'est-à-dire l'idée que l'idée de la convergence, si vous voulez, hein, qui va même jouer un certain rôle dans les contacts avec les soviétiques, etc. C'est-à-dire l'idée que la réforme permanente de la planification en URSS, et d'un autre côté, l'idée que la planification française fournit au fond des horizons sans pour autant mettre en cause la liberté, ni le choix collectif, mais au contraire, hein, peut être un élément d'une certaine convergence. Le Mendes de la fin n'est pas loin de penser comme ça. Oui, même parmi les statisticiens, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est que c'est au fond, quand j'ai dit sous forme de boutade, tout le monde était à gauche, c'est pas bon, mais c'était l'idée que, au fond, ça traversait. Des grands ingénieurs, au fond, étaient sur ces idées-là. Pierre Massé, hein, réducteur d'incertitude, anti-hasard, tous ces termes, les programmes et l'espérance, c'était l'idée qu'au fond, on avait un horizon possible.
Et quand on dit aux jeunes étudiants ou doctorants, vous savez, on pouvait avoir une perspective d'émancipation, ils tombent de haut. C'est-à-dire on leur parle d'un truc qui n'a pas de matérialité. Et là, on voit la combinaison entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. C'est-à-dire, c'est vraiment, on calcule, mais on calcule en sachant quelles sont les répercussions effectives. Hein, on fait des calculs globaux, mais on va voir en déglobalisant comment ça pèse sur telle ou telle couche de la population, et ceux qui profitent doivent participer à la solidarité plus que ceux qui pâtissent. Et de ce point de vue-là, il y a des propos tout à fait intéressants sur à la fois les acquis de ce modèle de 45, de l'État social de 45, et puis quand même les limites. Hein. Par exemple, sur la sécurité sociale, il dit très bien qu'au fond, on a quand même un transfert des salariés qui étaient en bonne santé, qui étaient eux-mêmes actifs, etc., vers ceux qui vont bénéficier de la protection sociale, mais c'est un jeu à somme nulle entre salariés. Donc c'est pas forcément une redistribution au niveau global, d'où d'ailleurs l'importance de la fiscalité. Et la question qu'a posée Frédéric est tout à fait intéressante. Pourquoi y a-t-il cette sous-estimation de la fiscalité qu'on voyait déjà en partie? Alors en 1936, c'était un débat entre communistes et socialistes. C'est-à-dire en 1936, mais là, Philippe nous éclaire. Hein. C'est-à-dire qu'en 1936, les communistes disaient aux socialistes, bon, c'est bien gentil, vous voulez relancer le pouvoir d'achat, etc., mais qui va payer? Il faut faire payer les riches. Bon, c'était ça, au moins c'était clair. Et ils avaient un programme qui était en fait l'impôt sur le revenu britannique. Hein, appliqué en France, l'impôt sur le revenu britannique. C'était pas méchant en 1936. Hein. Bon, alors en 1945, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils n'aient pas trop embrayé là-dessus, alors qu'au même moment, Frédéric a cité les taux marginaux de 85%, mais c'était les mêmes aux États-Unis et même plus forts et en Angleterre. Hein. Piketty a bien reproduit tout ça. Bon, donc on avait aussi une légitimation des pays les plus libéraux pour frapper le plus possible les revenus les plus élevés. Et pourtant, non. Et là, il y a une vraie question qui est posée, qui n'est pas posée à vous parce que vous vous en fichez, parce que c'était l'époque ancienne, mais qui est posée aux historiens, et sur laquelle j'ai jamais lu de choses très très pertinentes qui nous expliquent vraiment cette réticence. Est-ce qu'on entraîne davantage par des... Alors on dit des choses banales, il y a une culture anti-impôt, quand on ne sait pas, on dit qu'il y a une culture. Bon, mais c'est une vraie question. Et l'échec de la politique des revenus, parce que... Et l'échec de la politique des revenus. On va résoudre le problème ouvertement et publiquement par une politique des revenus, et ça a échoué. Et depuis, c'est perdu de vue. La politique des revenus, c'était le parachèvement de la planification. Gruson, Bloch-Léné, Massé pensaient que, alors là, ça allait donner vraiment l'ensemble de la cohérence économique, financière et sociale. Voilà. Et Pompidou et Ortoli, le commissaire au plan, qui a supplanté Gruson, alors que Gruson voulait être... c'était la fin du plan en 1966, et Pompidou met Ortoli, qui était son directeur de cabinet, qui torpille la politique des revenus en 1966. Donc ça correspond à peu près à ce que tu dis. Sur l'échec d'un plan global et plus largement d'une politique de redistribution par l'impôt, bon, c'est vrai que le débat fiscal, par exemple le sujet qui était un sujet central, un sujet qui marquait l'identité de gauche, qui est l'impôt sur le capital, va sortir complètement du débat dans les années 30. Et curieusement, sous le Front populaire, on n'y fait pas référence. C'est une surprise pour moi. Et par ailleurs, le Front populaire va quand même réformer un peu l'impôt sur le revenu, mais surtout va faire une réforme libérale des taxes sur la consommation, qui là aussi est assez surprenant. Donc on a des politiques là un peu décalées dans les années 1930, étonnamment. Alors une des réponses que j'ai essayé de donner, mais je ne me satisfais pas de cette réponse, qui est celle du décalage chronologique ou du défaut d'expertise. Il y a très peu la fiscalité est une matière extrêmement technique, extrêmement compliquée, et où il y a très peu d'experts. Et donc, quand on regarde, chaque parti politique a un expert. Je ne sais pas qui était l'expert fiscal au parti. C'était Nizet, probablement. C'était Nizet. On empruntait le programme de la CGT. Oui.
Et puis à la SFIO dans les années 50, c'est l'ENART, enfin, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc probablement il n'y avait pas ce personnel disponible. Et puis une autre chose on ne fait pas de réforme fiscale dans des temps agités en fait. Quand on a des nécessités budgétaires à jet continu, comme c'est le cas après 1945, où il y a des déséquilibres, où il faut augmenter les impôts, etc., c'est pas un bon moment pour transformer la fiscalité. Quand on veut augmenter les impôts, on le fait à un système fiscal constant. Donc il y a peut-être des questions conjoncturelles, hein, j'admets que ce sont des réponses qui sont purement conjoncturelles, donc probablement insatisfaisantes. Et puis peut-être l'idée que la redistribution se fait essentiellement par la dépense et pas par la recette. C'est-à-dire que c'est des prestations qui vont aider la réduction des inégalités et moins un impôt progressif. Merci beaucoup. En concertation avec le directeur scientifique, nous allons faire une pause maintenant pour pouvoir quand même que le programme de l'après-midi se déroule à la bonne heure et commence bien à 14h. Si évidemment certains ont des questions, après, on aura tout le temps après le colloque. Merci beaucoup.